Bonjour à tous. Merci de votre présence pour notre table ronde sur le thème de la sobriété énergétique et carbone, nouveaux vecteurs de valorisation des immeubles. Nous allons passer 1 heure ensemble à débattre sur ce sujet. Je vais commencer par présenter nos intervenants. Donc, tout d'abord, Loïc Daniel, directeur général délégué de Nexity Entreprises. Olivier Rochefort, Head of Asset Management and Development chez Swiss Life Asset Managers France. Puis Marc Yeya, Manager Sustainability chez Vus Partner. Et Rémi Durand-Gasselin, directeur du pôle conseil et expertise Vus Partner France. Et moi-même, Bérangère Auster, je suis directrice générale de la société Vus Partner France. On va commencer par quelques mots sur nos entreprises respectives. Je vais commencer par Nexity, avec toi, Loïc. Nexity, donc on est un opérateur global de l'immobilier avec une très forte, un très fort ADN sur le développement durable. Aujourd'hui, ça c'est très clair depuis une quinzaine d'années. Alors on fait à peu près 4 milliards et demi de chiffre d'affaires, on a 8500 collaborateurs, on est à la fois promoteur immobilier, résidentiel et tertiaire, et également une très grosse activité d'administration de biens, à la fois logement et bureaux. On gère à peu près 20 millions de mètres carrés tertiaires et à peu près 800 000 logements. Et voilà, et on est très fiers d'être, depuis la 5e année consécutive, leader, entre guillemets, du bâtiment bas carbone. C'est nous qui en faisons et en produisons le plus depuis 5 ans. Donc très fort ADN sur ce sujet-là. Et maintenant à toi, Olivier. Bonjour à tous. Olivier Rochefort, le groupe Swiss Life Asset Management. Le bras armé du groupe est en France, Swiss Life Asset Management France. Nous rayonnons sur la métropole, mais également sur l'Europe du Sud, principalement l'Italie et l'Espagne, et également la partie Benelux. Nous développons des activités de fund management, d'asset management, et puis pour certaines classes d'actifs que sont le bureau et le résidentiel, l'activité de property management. Et vous voyez ici un petit peu les quelques chiffres clés, donc à peu près 20 milliards d'actifs sous gestion en immobilier. Nous faisons aussi de l'infrastructure et de la partie securities, ce qui représente à peu près 630 actifs, dont environ 450 sous asset management France. Voilà, vous voyez la répartition un petit peu de notre patrimoine, donc quand même encore à dominante bureau, mais les autres classes d'actifs montent en puissance. Et puis, en termes géographiques, une polarisation beaucoup sur Paris et également un peu plus sur l'Île-de-France également. Merci. Quelques mots sur Vus Partner. Nous sommes une société de conseil et d'expertise immobilière indépendante d'origine suisse. Nous avons 3 grands domaines d'activité stratégique: l'expertise en valorisation d'actifs, le conseil en développement durable et le développement de solutions logicielles pour les experts en immobilier. Voilà, on est présent en Suisse, Allemagne et France. Donc, l'origine de cette table ronde, c'est le lancement d'une enquête. Nous avons décidé il y a quelques mois d'interroger les décideurs de l'immobilier et les faiseurs de la ville sur le rapport qu'ils entretiennent avec la durabilité. Donc, nous avons mené une série d'entretiens, une vingtaine, auprès de promoteurs, développeurs, investisseurs institutionnels, sociétés de gestion, afin de les interroger sur leur stratégie d'investissement. Et nous avons décidé d'en faire un peu le fil rouge de cette conférence. Olivier et Loïc se sont prêtés à l'exercice. On les remercie. Et on va donc vous présenter ces résultats aujourd'hui. Je vais commencer par une première question pour toi, Marc, puisque nous avons fait cette étude ensemble. Au vu de cette enquête, pour toi, quels sont les aspects de l'ESG sur lesquels les décideurs de l'immobilier se concentrent le plus aujourd'hui dans leur stratégie d'investissement ? Alors, sans surprise, l'ESG est devenu un enjeu crucial pour tous les acteurs de l'immobilier, comme vous le savez. Donc là, dans notre enquête, on a pu apercevoir que 60% des répondants ou des sondés se focalisent sur le volet environnemental, 30% de la même manière sur la partie E, S et G. Il y avait 5% qui se disaient c'est plus on met nos efforts sur la partie sociale et 5% de la même manière sur la partie environnementale et sociale. Ce qui n'est pas étonnant aussi, c'est que 90%
descendaient, utilisent des notations ESG dans leurs décisions immobilières, dont 42% qui font appel à des sociétés de conseil indépendants pour faire la valorisation de leurs performances extra-financières. 95% ont fixé des objectifs de durabilité ambitieux, qui peuvent être des objectifs plutôt environnementaux, parfois sociaux ou financiers. Donc je vais citer juste quelques-uns. Par exemple, pour des objectifs environnementaux, c'était de développer, par exemple, pour des promoteurs, toutes les opérations passives ou maximiser les notes de DPE A ou B, ou par exemple obtenir un label ISR pour des investisseurs. Et des objectifs sociaux, c'était de développer parfois un label interne qui peut être équivalent au label Osmos ou ELD. Et donc chez Swiss Life Asset Managers France, est-ce que les priorités ont évolué en matière de ESG récemment ? Oui, on a modifié un petit peu nos orientations. Tout d'abord, on a mis en place une veille environnementale extrêmement forte. Vous n'êtes pas sans savoir que la réglementation est en train de se durcir, se développer, se complexifier. Donc que ça soit au niveau de la réglementation locale, avec les lois NNR, les lois LOM, le décret tertiaire, bien évidemment, et plein d'autres choses, le décret BAX notamment. Donc on est obligé de suivre ça un peu comme le lait sur le feu, d'être particulièrement vigilant sur le suivi de cette veille environnementale. Le deuxième point important, c'est qu'on a souhaité, par le biais notamment de lancement d'audits énergétiques, avoir une meilleure connaissance de notre patrimoine. Donc sur les 450 lignes d'actifs, on a lancé un peu plus de 130 audits énergétiques, ce qui est beaucoup, ce qui est énorme même, puisqu'il s'agit de les lancer, mais surtout de les étudier, les analyser, les disséquer, les interpréter, et ensuite en tirer des conclusions, en matière notamment de travaux. Donc ça, c'est un travail qui est en cours et qui, effectivement, est particulièrement important, d'autant que pour réaliser notamment des travaux significatifs en matière de ESG, il faut avoir de la vacance dans les immeubles. Donc soit ce n'est pas possible, il faut réfléchir à des travaux éventuellement en site occupé, ce qui n'est pas toujours évident, soit on crée de la vacance, et à ce moment-là, il y a tout un tas de négociations, de départ, éventuellement avec retour auprès des locataires qui sont en place. Mais ça, c'est un exercice en soi, et ça change fondamentalement les budgets, et les délais et les autorisations éventuellement administratives par rapport à ce qui peut être indiqué dans les audits, en tout cas dans leur première version. Un troisième point, que ce soit en termes d'acquisition et surtout en termes de restructuration et de rénovation de notre patrimoine, on a à peu près aujourd'hui une cinquantaine de projets en cours, dont une grosse quinzaine d'actifs en full restoration. Donc ça, c'est important qu'on puisse vraiment réfléchir aux futurs produits de demain. Un immeuble sur lequel on cogite aujourd'hui, il sera livré dans à peu près 3 ans, le temps de déposer un permis, faire les études, réaliser les travaux de construction ou de rénovation, largement, voilà, ça dépend des opérations. Donc, quel devra être le produit pour dans 3 ans ? Ça, c'est une vraie question que l'on se pose, sachant que les immeubles qui sont livrés aujourd'hui, ils ont été conçus il y a 3 ans, et il y a 3 ans, ce n'étaient pas du tout les mêmes réflexions que l'on a aujourd'hui, notamment par rapport à la sobriété des immeubles et aux émissions de carbone et la consommation énergétique. Donc ça, c'est extrêmement important qu'on puisse vraiment se polariser là-dessus. Alors, si on prend 2-3 exemples très concrets, par exemple, le capacitaire des immeubles, hein, l'effectif théorique maximal dans un bâtiment, avec la poussée très forte, il y a quelques années, notamment des acteurs du coworking, on est descendu drastiquement sur des taux qui sont passés de un poste de travail pour 12 mètres carrés, 10 mètres carrés, 8 mètres carrés, on a eu jusqu'à 6 mètres carrés, ce qui génère effectivement des contraintes extrêmement importantes en matière notamment de CVC et autres, donc ça a un coût, ce n'est pas très vertueux sur la partie environnementale, et donc la question c'est de savoir est-ce qu'on est obligé aujourd'hui de conserver ces capacitaires extrêmement performants ? Est-ce qu'un capacitaire de 1 pour 10, 1 pour 12, finalement ce n'est pas raisonnable ? Est-ce qu'on est obligé d'avoir une modularité totale dans un bâtiment, par exemple pour positionner des salles de réunion ? Est-ce qu'il ne serait pas plus simple, plus sobre, et donc plus vertueux éventuellement d'avoir des salles de réunion à proximité des noyaux centraux des bâtiments ? Donc ce type d'analyse permet, sans grosse contrainte finalement, de retrouver un petit peu de bon sens dans la conception de nos immeubles. Un deuxième exemple aussi important, c'est le monitoring des équipements techniques. Le décret BAX va nous y aider. C'est mettre en place des GTC qui soient simples, utiles et vraiment utilisés. On a eu par le passé parfois des GTC trop performants, trop compliqués, trop complexes,
avec 3 personnes en France qui étaient capables de les manœuvrer. Donc il faut retrouver quelque chose d'assez simple, mais vraiment utilisé pour avoir une meilleure connaissance et un meilleur monitoring des équipements, notamment dans le cadre de la maintenance. Et puis un focus aussi, et je pense que là tu en parleras largement, c'est sur le traitement de l'air. Voilà, on parle beaucoup à nouveau, et c'est très bien, de free cooling. Donc, en bon français, de courant d'air à remettre dans les immeubles pour avoir de l'apport d'air neuf et puis surtout pour apporter un peu de fraîcheur le matin, comme on le fait chez nous quand on ouvre les fenêtres pour aérer et surtout pour avoir un peu de fraîcheur le matin. Et c'est ça qu'il faut éventuellement retrouver dans nos immeubles. Finalement, c'est du bon sens aussi. C'est relativement simple. Alors après, ça peut être automatisé ou pas automatisé. Hein. Il y a plusieurs niveaux d'application, mais c'est ce qui nous semble le plus important. Et puis, dernier point, on s'est beaucoup polarisé au cours des mois passés sur la partie E de l'ESG. Aujourd'hui, voilà, comme nous, comme d'autres, on va regarder plus précisément les sujets sociaux et gouvernance. Alors, Olivier parlait d'immeubles un peu plus sobres. Est-ce qu'on s'oriente justement vers du low-tech, voire même, comme le disait Loïc à une conférence, du juste tech? Donc, on peut dire clairement en fait, que le marché immobilier s'oriente vers le low-tech, d'après notre enquête durabilité avec les acteurs de l'immobilier. Donc, l'enquête a révélé en fait, l'importance significative des enjeux liés aux bâtiments intelligents, mais notamment pour les bâtiments surtout tertiaires et prime. On constate que 60% des participants mettent l'accent sur la sécurité et la sûreté. Alors que les sujets de la connectivité, l'automatisation du bâtiment mettent des capteurs partout, c'était moins prioritaire pour eux. En ce qui concerne les critères environnementaux, ils sont au cœur des préoccupations. Donc près de 95% des entreprises accordent une importance capitale aux défis liés au carbone, donc tout ce qui est au bas carbone, tout ce qui est énergie et carbone, que ce soit opérationnel ou carbone incorporé, parce qu'ils les considèrent comme des critères réglementaires qui devraient être regardés en premier lieu. 85% attachent de l'importance à la mobilité douce et à la biodiversité, alors qu'on a commencé à apercevoir aussi que 65% estiment que la résilience climatique est cruciale et ça va prendre plus de l'ampleur dans le futur pour répondre notamment aux normes de la taxinomie européenne et éviter l'obsolescence de leurs actifs dans le futur. Loïc, on ne peut pas parler de sobriété énergétique sans parler du concept essentiel. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît ? Je vais en parler. Peut-être pour, au préalable, redire ce que le groupe Nexity veut faire. Il s'est d'abord engagé sur une trajectoire 1,5 degré, alors qu'avant on était engagé sur la trajectoire 2 degrés, donc pas plus de 2 degrés, donc pas plus de 1,5 degré. Et il faut savoir surtout ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'engage à ce que chaque mètre carré construit, en logement comme en bureau, soit émetteur de CO2 de moins 43% entre 2019 et 2030. C'est absolument colossal. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Comme on est contraint et invité à respecter évidemment la réglementation environnementale, celle-ci, on le sait tous, elle a des seuils. Et il y a le seuil qui s'applique aujourd'hui, puis il y aura un seuil en 2025, un seuil en 2028, un seuil en 2031. Chacun des seuils, c'est une énorme marche qu'il faut gravir ou descendre selon que l'on s'exprime différemment. Et donc, il faut absolument réinventer l'immeuble de bureau, en l'occurrence, de manière à le rendre beaucoup plus sobre. Et donc l'idée de base, c'est de se dire, finalement, plutôt que de faire du toujours plus, c'est ce que l'on fait depuis des dizaines et des dizaines d'années, les ingénieurs adorent ça, il y a un petit sujet, on rajoute un système qui va corriger, qui a des problèmes, on rajoute un autre système, etc. Et donc on arrive finalement à des usines à gaz qui sont chères à construire, chères à entretenir, chères à changer, et personne ne sait s'en servir, surtout. Hein, quand on parlait de GTB tout à l'heure, quand c'est trop compliqué, personne ne sait s'en servir. Donc en fait, c'est une catastrophe entre guillemets environnementale. Donc il faut réfléchir différemment, de façon disruptive. Et c'est le sens de ce concept qu'on appelle le concept essentiel, qui va dire carrément, eh bien, faisons un immeuble qui peut se passer de chauffage, qui peut se passer de climatisation, et qui va même remplacer la ventilation mécanique classique dans un immeuble de bureau par une ventilation dite naturelle. Ce qu'on ne sait pas, c'est que dans le post-CVC de consommation, le simple post-ventilation, c'est 40 à 45% de la consommation.
Quand vous enlevez ça, vous ne touchez pas au chauffage ni à la clim, à ces 2 postes-là, uniquement ça. Et donc, il est particulièrement intéressant de le faire. Et puis, il y a une vertu globale. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? Comment ça fonctionne? Eh ben, on va surtout travailler de façon très importante à la fois l'inertie de la structure. Donc, et je le dis clairement, la meilleure inertie pour la structure, c'est le béton. Donc tous les bâtiments en béton sont les bienvenus. En tout cas, les bâtiments existants, c'est parfait. Et les bâtiments nouveaux, il faut garder une part de béton, donc pour garder une part d'inertie. Cette inertie, elle sert à quoi? À contenir du chaud ou contenir du froid, selon qu'on a besoin de l'un ou de l'autre, selon les saisons. Et on va travailler sur l'enveloppe. Une enveloppe beaucoup plus isolée que ce que l'on fait aujourd'hui, de manière à ce que la température intérieure dépende le moins possible des variations de la température extérieure qui, comme vous le savez, évoluent toute la journée, tous les jours de l'année, avec des amplitudes plus ou moins fortes, évidemment, selon les épisodes climatiques. Donc voilà comment on va faire. La promesse, c'est de dire que la température sera comprise entre 22 et 26 degrés toute l'année, et que pour y arriver, vous allez me dire, mais comment on fait l'hiver, parce qu'il fait froid dehors? Eh bien, on va se servir tout simplement des apports qui existent, c'est-à-dire les apports internes. Les apports internes, c'est d'abord nous-mêmes. Nous sommes un chauffage ambulant, les uns les autres. En plus, on chauffe plus l'hiver que l'été. La puissance de chaleur que l'on émet est plus forte en hiver. On va se servir des éclairages quand il y en a besoin, même si ça consomme moins, ça produit moins de chaleur qu'avant, mais ça en produit quand même. Même la lumière du jour est un apport de chaleur, quand bien même il n'y aurait pas de soleil. Tous nos petits appareils comme ça chauffent allègrement les pièces. Bref, ça suffit. En fait, tous les calculs le montrent, ça suffit. Et puis, pour le froid, on va à l'inverse, comme tu le disais tout à l'heure, faire du free cooling le plus possible. C'est-à-dire qu'on attend que la température extérieure diminue pour ventiler par l'extérieur. La ventilation, si on ne met pas de ventilation mécanique, donc c'est une ventilation naturelle, ça veut dire qu'on va ouvrir les fenêtres de façon automatique en fonction des besoins. Le besoin principal, outre la régulation de la température, ça sera de renouveler l'air. Et donc, on va se servir d'un capteur tout bête qui est celui du CO2. Voilà. S'il y a quelqu'un dans une pièce, on dégage du CO2. S'il n'y a personne, il n'y en a pas. Il n'y a pas de dégagement de CO2. Donc, si on dégage du CO2, on ouvre la fenêtre, hop, et on évacue ce CO2. Ce qui veut dire qu'un bâtiment, il n'y a pas besoin de le ventiler quand il n'y a personne dedans, tout simplement. Et donc, il n'y a pas ces déperditions de chaud, par exemple, s'il n'y a personne. Donc voilà, ça c'est un équilibre en fait général. C'est un concept alors qui existe en fait. Il a été créé par Baumschlager et Berlet il y a déjà 10 ans. Il est monitoré depuis 10 ans. Il fonctionne depuis 10 ans. Simplement, il faut l'adapter non seulement au climat français, aux exigences françaises, à la réglementation française, et puis surtout, ce qui était peu pratiqué à l'époque ou peu envisagé, c'est effectivement cette trajectoire carbone. Donc il faut s'occuper non pas que d'énergie, mais également de carbone. Donc ce concept, on le revisite complètement, et on le fait à la fois en logement et en bureau. D'ailleurs, les premiers immeubles sont en construction à Lyon. On le fait en bureau. C'est valable pour du neuf, mais c'est aussi valable, et c'est l'excellente nouvelle, pour la restructuration. C'est très très important, 99% du parc, etc. Et du sujet, finalement, c'est la restructuration. Et puis on sait aussi que, si je parle du bureau, on a besoin de moins de bureaux demain qu'aujourd'hui, donc on va moins en construire du neuf, on va surtout restructurer l'existant. Voilà le sujet, et donc on vise une ambition RE 2020, 2028, 2031. Personne ne sait faire un immeuble valable qui respecterait le 2031 aujourd'hui. Personne. Sauf ce bâtiment-là. Non, mais il faut l'entendre. Hein. Donc voilà, c'est ça la trajectoire. Alors, je mets sur ma petite fiche que c'est tout bénéfice. On va moins consommer d'énergie. On parle de 10 kWh par mètre carré par an, c'est-à-dire en gros divisé par 4 par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Les émissions de carbone, on va les calculer sur 50 ans. C'est la règle quand on fait la RE 2020. Et ça va être donc sur la partie construction, sur la partie exploitation, on va les diviser drastiquement et les réduire de 65%. Ça peut être une économie de coût de construction, pas toujours, mais en Ile-de-France, c'est assez vrai. C'est une économie donc de coût d'exploitation, donc l'énergie,
il n'y a pas de consommation, il n'y a pas besoin de remplacer du matériel qu'on n'a pas installé, il n'y a pas besoin d'avoir toute la tripaille technique que l'on met en général sur les derniers niveaux, et du coup on en fait des rooftops, ou on met des panneaux photovoltaïques, où on développe la biodiversité. Il n'y a pas besoin des grosses gaines de ventilation verticale, on gagne des mètres carrés. Il n'y a pas besoin de toutes les installations qu'on met en infrastructure. En fait, c'est extrêmement vertueux. Il n'y a pas besoin de faux planchers, on enlève les faux plafonds aussi. Il n'y a pas besoin de toute cette tripaille technique. Donc, c'est un mode de raisonnement totalement différent. Et puis, il y a une petite chose que j'aimerais dire aussi, c'est que on parle beaucoup de réversibilité, bureau-logement, logement-bureau, etc. Enfin, plutôt bureau-logement, en l'occurrence. Mais en fait, qu'est-ce qui différencie un bureau d'un logement? C'est la technique. Il y a une technique de dingue qu'on met dans un immeuble de bureau, alors que c'est beaucoup plus simple, évidemment, dans un immeuble de logement. Si on enlève la technique du bureau, eh ben, on converge. Donc, c'est un outil de convergence entre le bureau et le logement sur ces sujets de réversibilité. Voilà, je suis long, hein. Je suis trop long. Voilà, mais bref, c'est une voie, c'est pas la seule, mais enfin, c'est une belle voie pour répondre à cette trajectoire carbone. Merci. On a aussi posé à nos sondés une question sur les labels. Est-ce qu'ils sont toujours aussi importants, les labels et les certifications? Alors, ça dépend de la typologie de la certification ou label. Donc, 95%, quand vous le voyez, estiment que les certifications généralistes, donc qui couvrent un peu toutes les thématiques de l'E, S et G, même si ce n'est pas la même pondération, où on concentre plus sur l'environnement, comme le BREEAM, le HQE, LEED, le DGNB, parce que pour eux, ça revêt une capitale importante. 80% accordent une importance élevée aux labels liés à l'énergie-climat. Ça, c'était quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Et parce que ces labels témoignent de l'engagement de disposer des bâtiments qui respectent des normes très élevées de durabilité et démontrent une prise de conscience et une responsabilité vis-à-vis aux enjeux climatiques. 55% visent des labels liés à la biodiversité, donc notamment Biodiversity, et c'est dans le cadre de leur stratégie RSE. On a pu apercevoir aussi que les labels et certifications liées à la connectivité et au bien-être sont plutôt liés à l'occupation recherchée. Parce qu'en fait, c'est plutôt quand on cherche des locataires prime du CAC 40 par exemple, pour leur proposer des services haut de gamme, on leur propose surtout ces labels. C'était moins important, moins significatif dans le secteur résidentiel. Concernant les labels de l'économie circulaire, alors que c'était un sujet très important, il y avait 60% qui disaient on cherche à faire du réemploi, etc. Mais ils ne vont pas plus loin à chercher les labels parce qu'ils disent que c'était un peu complexe. Donc les participants ont mis en avant un marché qui est en évolution et des défis concrets dans la mise en œuvre pratique de ces principes sur le terrain. Et justement, chez Swiss Life Asset Managers France, c'est quoi votre perception, votre approche en matière de labels et certifications ? Alors, on regarde bien évidemment toujours les labels. On les regarde peut-être moins de façon dogmatique que par le passé. On essaie surtout de se concentrer sur notamment les consommations énergétiques en termes ou d'émissions de carbone, donc avec vraiment des indicateurs, des KPIs assez forts. De la même façon qu'on a tous des ratios de loyer au mètre carré ou de charge au mètre carré, il faut qu'on ait des kilowattheures au mètre carré complètement à l'esprit maintenant quand on discute avec les différentes parties prenantes. Et justement, en parlant de parties prenantes, ça nous semble important que tout le monde s'implique, que tous les acteurs s'impliquent. Alors il peut y avoir des acteurs dans le domaine de la conception et de la réalisation, les promoteurs, les architectes, les constructeurs. Je pense que peut-être que certains d'entre vous, il y a quelques mois maintenant, ont participé à la conférence Archi Sobre qui avait été lancée par Bouygues Construction, qui était particulièrement enrichissante sur cet aspect-là. Il y a également tous ceux qui sont sur la partie plus financement, les banquiers, prise en charge des CAPEX par les investisseurs ou les asset managers, les experts. Alors, effectivement, on en reparlera tout à l'heure, je pense que c'est un levier extrêmement important dans le cadre de la valorisation. Et puis ensuite, tout ce qui concerne l'exploitation, donc les mainteneurs, les concessionnaires. On voit qu'au niveau des grands concessionnaires, notamment à Paris, certains ont déjà fait un bon bout de chemin, je pense notamment à Climespace / Fraîcheur de Paris. D'autres, sur la partie, je ne vais pas citer de nom, mais sur la partie chauffage, c'est un petit peu plus compliqué. On attend beaucoup d'évolutions, que ce soit sur Paris ou sur la Défense. Et puis on a les locataires eux-mêmes. Les locataires eux-mêmes qui, je pense, pour certains, sont prêts aussi à faire des efforts importants. Alors pas tous au même niveau, mais nous, par exemple, et ça c'est la première année qu'on découvre ce genre de sujet, on a des potentiels locataires, des prospects,
qui nous disent, voilà, nous on recherche des locaux pour des surfaces assez significatives et on ne veut visiter que des immeubles sans clim. Alors, je vais te les envoyer. C'est pas forcément 80% des locataires, mais ce type de comportement intéressant, il y a 3 ans, on n'en avait pas. Il y a 2 ans non plus. Il y a 1 an, je ne suis pas sûr qu'on en avait beaucoup non plus. C'est quand même des choses qui commencent à arriver, donc les gens se posent des questions pour différentes raisons et convergent également sur un sujet comme ça. Je pense également que la relation privilégiée entre le propriétaire et son ou ses locataires doit également évoluer considérablement. Alors, aujourd'hui, sur la thématique environnementale, on a tous, depuis de nombreuses années maintenant, des annexes vertes ou des comités verts qui sont, je dirais, plus dans la forme que dans le fond. Et je pense qu'il va falloir franchir un vrai cap sur ce sujet-là. Alors, juste quelques exemples. Je parlais tout à l'heure de travaux en site occupé, travaux importants quand on change toutes les fenêtres d'un bâtiment avec un locataire en place, on l'a fait. Il y a quand même des vraies réflexions d'intervention en site occupé, donc il faut que les parties discutent, eux-mêmes discutent avec leurs IRP pour que les choses se passent bien et donc dans de bonnes conditions pour que ensemble il y ait une incitation globale, commune, pour que les choses puissent se passer. Avec le télétravail, on a à peu près une grande partie des sociétés qui aujourd'hui sont très peu occupées, par exemple les vendredis. Je crois que c'est assez généralisé. On a peut-être 20-25% des gens qui occupent l'immeuble. Bon, sur une société qui occupe 8 niveaux dans un immeuble, ce qui veut dire que fondamentalement, il n'y a que 2 niveaux qui sont véritablement occupés. Donc pourquoi est-ce qu'on ne généralise pas, et ça c'est un mouvement propriétaire-locataire, en disant on va mettre des points de consigne suffisamment intelligents pour que les gens se regroupent éventuellement que sur 2 niveaux, qu'on va chauffer ou climatiser, et puis on va décommissionner un petit peu les autres niveaux, toujours pour faire des économies. Voilà, c'est une contrainte, mais elle est tout à fait absorbable. Les points de consigne, justement, effectivement, ça c'est très important. Quand il y a eu il y a quelques mois, rappelez-vous, des efforts demandés par le gouvernement, que ce soit pour les entreprises ou que ce soit pour les particuliers, pour baisser le niveau de consommation, les gens se sont prêtés assez naturellement au sujet, les résultats étaient plutôt bons. Il faut perdurer et communiquer sur le sujet. Et tout ça, je pense que ça va nous amener progressivement, en tout cas je lance l'idée, d'avoir des baux dont les loyers pourraient être indexés, pas uniquement sur les taux et les indices qu'on connaît depuis de nombreuses années, mais peut-être sur un indice qui serait lié à la performance environnementale d'un bâtiment, la consommation notamment énergétique. Donc avec un impact non pas sur les charges, mais plutôt un impact directement sur le loyer. Donc il y a toute une réflexion peut-être à avoir sur ce sujet-là pour que ça soit complètement incitatif pour les 2 parties autour de la table dans le cadre d'un bail. Et puis, dernier point, peut-être effectivement les comités verts, il faut leur donner beaucoup plus de consistance, donc en impliquant bien évidemment les services généraux, mais les directions financières, les directions générales. Ça, c'est très important. Créer une sorte d'effet de mutualisation des efforts et donc de communication avec les différents locataires. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut structurer davantage pour que les gens se sentent tous mobilisés. Certains locataires sont extrêmement demandeurs. Voilà, donc ça, c'est très bien. Mais le but, c'est la règle des 80-20, c'est d'embarquer 80% des locataires pour que ça se concrétise favorablement. Marc, est-ce que tu as observé dans le cadre de l'enquête un shift, je dirais, vers les critères sociaux et gouvernance auprès des sondés? Alors, si on peut... ouais. Donc sans surprise, en fait, les critères sociaux qui venaient en premier, c'était toujours la proximité des transports en commun ou le confort, que ce soit acoustique, visuel et thermique. On a pu apercevoir aussi qu'en raison de la pandémie du Covid-19, les entreprises qui privilègent des certifications de bien-être mettaient l'accent sur la qualité de l'air. Ce qu'on n'a pas vraiment vu, c'était les questions de justice sociale et impact socio-économique qui revêtent une importance très capitale pour la société. Elles occupaient une place très importante plutôt pour les investisseurs à impact social, mais c'était moins prioritaire pour les autres investisseurs pour, bien sûr, des raisons économiques. Concernant les enjeux de gouvernance, pour les répondants, c'était très important, surtout que c'était des critères opérationnels en fait dans leur charte d'entreprise. Donc en premier, on voit les enjeux de gouvernance les plus importants, c'était la stratégie ESG des entreprises, la formation et la sensibilisation interne et tout ce qui est lié à l'éthique et déontologie. Il faut juste préciser que
concernant les achats et approvisionnement responsables, c'était des critères qui étaient automatiques pour les investisseurs qui avaient des fonds labellisés ISR, vu que c'était un critère primordial pour eux. Est-ce que Nexity se retrouve un peu dans ces résultats ? Oui, complètement. Je pense qu'il n'y a pas de trajectoire carbone réaliste et appliquée s'il n'y a pas une application absolument totale de la gouvernance de l'entreprise, d'en haut jusqu'en bas, et même de l'actionnaire. L'actionnaire, nous, on est une société cotée, donc c'est l'Assemblée générale des actionnaires, et il y a ce qu'on appelle le Say on Climate qui est pratiqué chez nous. Donc on fait valider la stratégie carbone, la stratégie de transition écologique par l'Assemblée générale. Donc c'est absolument fondamental. Nous, franchement, chez nous, c'est porté vraiment par la tête, donc par Véronique Bédag en l'occurrence. Et puis surtout, ça s'est décliné à tous les étages. Je vois le sujet de formation est essentiel. La fameuse, comment on l'appelle, la fresque du climat, qu'on fait depuis des années déjà, et qui, alors c'est long parce qu'on est très nombreux, on est 8500, mais on le descend jusqu'en bas de l'échelle, et on en est peut-être à peu près la moitié de formation autour de ça, de cette prise de conscience, que c'est vraiment la prise de conscience très forte. Donc c'est indispensable et c'est totalement évidemment appliqué, mais on n'est pas un cas à part, je pense que tout le monde l'a. Nous, ça fait 13 ans peut-être qu'on a notre Madame RSE interne. C'est une femme, en l'occurrence, je dis Madame, mais ça aurait pu être un monsieur, mais en l'occurrence, c'est une femme. Et puis sur le côté social, moi je le vois sur le côté bien-être des collaborateurs, c'est toujours le sujet de maintenir le bien-être sous plein d'aspects différents, mais notamment sur le confort, tout en étant au maximum bas carbone. Donc ça, c'est un enjeu un peu compliqué à avoir, mais on va trouver les moyens de le faire. Et je pense surtout que le capital d'une entreprise, en fait, c'est pas l'argent, hein, c'est les personnes. Donc il faut, si on n'a pas de collaborateurs, on risque pas de produire ce qu'on promet. Et donc il faut attirer ces fameux collaborateurs. Et on sait que c'est les jeunes générations. Et on sait de plus en plus, même si c'est pas du tout, ça peut être très variable selon les individus. Mais il faut y aller clairement. Il faut afficher une transition écologique claire vis-à-vis de ces populations. C'est un des moyens de les attirer au-delà du simple télétravail ou du salaire. Et je pense que l'une des signatures de l'entreprise en termes d'engagement sur le climat, ce sont les locaux qu'elle occupe. Et donc il va falloir qu'elle communique très fort. Et ça sera même des questions qui seront posées. En quoi l'immeuble dans lequel vous voulez me faire travailler, même 3 jours par semaine seulement, en quoi il est écologique en clair. Voilà. Et je pense que c'est une vague de fond qui est en train de se mettre en place. On va parler maintenant des principales motivations et freins en matière de ESG. Marc. Oui, alors ça dépend de la typologie du sondé. Donc les investisseurs et les sociétés de gestion ont été incités à intégrer les critères ESG pour atteindre une rentabilité à long terme, pour se conformer aux réglementations actuelles et susciter l'intérêt des actionnaires. Certainement, ils avaient beaucoup d'obstacles, notamment sur la qualité des données et les objectifs divergents en interne. Concernant les promoteurs, ils cherchaient à maximiser la valorisation de leurs actifs à travers les critères ESG, se différencier sur le marché et faciliter la commercialisation de leurs actifs. Aussi, eux, ils font face à des défis qui sont liés notamment aux coûts supplémentaires, à la coordination avec les fournisseurs et à la gestion du changement dans leurs pratiques. Donc en fait, tous ces sujets et l'adoption des critères ESG par les acteurs de l'immobilier nous incitent en fait à repenser ce modèle économique pour ouvrir la voie à la notion de la valeur verte qui devrait être le moteur de transformation dans les pratiques financières et développement. Et ça, peut-être, je vais laisser Rémi nous en parler mieux sur ce sujet. Oui. Du coup, l'expert, voilà, il est là pour refléter le marché, mais il est aussi là pour montrer et mettre en exergue les comportements des investisseurs et des utilisateurs. Voilà, donc la valorisation, c'est quoi ? C'est la prise en compte du risque.
Aujourd'hui, on fait des valorisations, enfin depuis des décennies, j'allais dire presque trop à court terme. On va regarder le bail, on va regarder la qualité du locataire, et puis si on a 10 ans d'engagement ferme avec un très bon locataire, on s'arrête là. Demain, on va regarder en fait quels sont les risques de l'immeuble à long terme. Donc des risques, comme on a mentionné tout à l'heure, de CAPEX, mais aussi voilà, de sustainability. Je vais prendre l'exemple de la valorisation pour les banques allemandes, les mortgage lending value, pour les financements. Ils prennent le revenu uniquement sur la durée résiduelle des bâtiments. Donc si le bâtiment est mal entretenu, s'il est construit en carton, voilà, il a une durée résiduelle de 5 ans, même si vous avez un bail de 10 ans. Et donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en termes de valorisation. On va regarder si l'immeuble va pouvoir rester pendant 50, 100 ou voire plus. Donc chez Wüest Partners, c'est ce qu'on fait donc en Suisse depuis des années, où avec des DCF qui peuvent aller jusqu'à 100 ans, on arrive à prendre en compte vraiment tous les travaux qui vont intervenir sur un immeuble pour le garder très longtemps. En Suisse, voilà, les investisseurs sont beaucoup plus long terme qu'en France. Ils gardent, d'ailleurs, ils vendent très peu. Donc je voulais juste prendre quelques exemples, un petit peu tout ce qu'on a dit, comment ça va s'impacter dans la valorisation. Si on prend la localisation, critère que tout le monde connaît, voilà, localisation. Demain, en fait, ce sera plus la localisation d'un point de vue climatique. Si votre immeuble est situé au bord de l'eau, probablement que les assureurs vont plus l'assurer, que les banques vont plus le financer et que les locataires vont pas vouloir s'y installer parce qu'il y a des risques d'inondation. C'est un exemple assez extrême, mais ça montre que voilà, il va falloir prendre en compte cette nouvelle localisation, on va dire climatique. Ensuite, les CAPEX réglementaires pour les économies d'énergie qui ont été cités. Voilà, je ne vais pas revenir dessus, mais si on anticipe ces CAPEX, on va avoir une valeur de sortie dans notre DCF 10 ans ou 20 ans qui va être plus élevée. Parce que l'investisseur suivant va se dire « Ok, les CAPEX ont été faits, voilà, j'ai moins de risques, donc je peux payer plus cher ». Et puis ces CAPEX de réduction d'énergie vont aussi permettre donc de limiter les consommations d'énergie. Et ça, d'un point de vue mathématique, c'est assez simple. On se dit, si on économise, 50 € sur les consommations d'énergie, on va en faire bénéficier le locataire pour 25, et les 25 vont revenir dans la poche du propriétaire. Donc d'un point de vue valorisation, voilà, on a 25 de loyer en plus, on capitalise, ça fait plus de valeur. Donc ça, c'est des choses qui sont prises en compte. On a aussi, donc c'était mentionné tout à l'heure, sur la maintenance, moins on a d'équipement, et moins on va dépenser en maintenance. On a aussi, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On a le côté, social, on l'a un petit peu évoqué, mais voilà, là on a le cas d'un immeuble, d'un investissement dans une zone, on va dire, un petit peu sociale. L'investisseur fait le choix d'acheter l'immeuble avec un locataire qui va lui faire de l'inclusion sociale, qui va faire de la formation, qui va faire de l'inclusion pour remettre les gens dans le marché de l'emploi. Et donc tout ça, ça va améliorer le quartier, ça va améliorer les commerces autour, ça va améliorer le logement. Et donc finalement, ça va créer des synergies qui vont améliorer l'immeuble en lui-même. Donc voilà, tout ça, on essaye de le prendre en compte un petit peu plus que juste la partie loyer, qualité du locataire. Donc voilà, c'est quelque chose qui doit être fait, comme c'était dit, en collaboration avec tous les acteurs du marché. L'expert ne peut pas prendre les devants, mais il doit mettre en lumière ces immeubles qui sont plus vertueux que des immeubles juste avec des baux 10 ans fermes situés dans le QCR. Merci Rémi. On va essayer d'imaginer les perspectives à 10 ans en matière d'évaluation financière et extra-financière. Qu'est-ce qu'ont répondu nos sondés ? Alors, c'était une question qu'on avait posée pour imaginer l'immobilier à 10 ans. Donc, c'était comment, en fait, on va prendre en considération pas juste l'aspect financier, donc le couple rendement-risque, mais les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, on a sorti cette pondération. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le couple rendement-risque va rester crucial parce qu'en fait, c'est le fondement même de l'investissement. Mais par contre, le critère environnemental, il va gagner plus de terrain dans le futur avec l'accélération du réchauffement climatique, avec la pression réglementaire qui va s'intensifier et avec la pression sociale croissante. Concernant le volet social et surtout avec la mise en place de la taxonomie sociale et les défis liés à la crise du logement actuelle, la pression croissante pour des lieux de vie sains
et agréable va devenir incontournable. Concernant la gouvernance, ça va maintenir son niveau d'importance parce qu'en fait, c'est le cadre qui va mieux piloter ces 3 critères, le financier, l'environnement et le social. Donc Olivier, de ton point de vue, comment retrouver de la valeur verte ? Alors moi je suis ravi de pouvoir aborder ce sujet et merci à toute l'équipe de First qui travaille beaucoup sur la réflexion sur cette thématique-là. La valeur verte, c'est pas une notion que l'on découvre aujourd'hui. Pour les plus anciens qui sont dans la salle, il y a à peu près une quinzaine d'années, je vois qu'il y a des experts qui se rappellent de ça. Il y a eu un atelier valeur verte, je crois, qui était animé par notamment Meka Brunel qui pilotait ce sujet-là. Et on s'était déjà posé la question, est-ce que entre un immeuble pas vert et un immeuble vert, est-ce qu'il y a une différence importante en termes de valorisation ? Bon, la réponse n'avait pas été évidente, pas probante, et en gros c'était plutôt non, mais c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui il s'est passé beaucoup de choses, vous avez peut-être entendu les conclusions de la COP28 ce matin, qui montrent qu'il n'y a pas eu de grandes décisions fondamentales, on ne parle pas d'abandon des énergies fossiles, on parle de transition, sachant que le mot transition en anglais, c'est pas exactement la même signification qu'en français, donc attention. Et surtout, c'est irréversible. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se prenne tous en main aujourd'hui pour tendre vers de la sobriété et puis surtout voir si les efforts qui vont être déployés, je pense notamment aux investisseurs, qui vont dépenser non pas des centaines de milliers d'euros, mais des millions d'euros ou des dizaines de millions d'euros, est-ce que leurs efforts vont finalement être un petit peu récompensés ? Voilà, ça c'est important. Vu des investisseurs et des asset managers, aujourd'hui, on y réfléchit tous de façon très active. Les premiers constats, c'est que le monde de l'expertise n'a pas encore fondamentalement changé par rapport à ça. Alors, on le sait, hein, Rémi, tu l'as dit, le rôle de l'expert, c'est de regarder un peu dans le rétroviseur les comparables d'il y a 6 mois et puis d'en tirer un certain nombre de conclusions. Dans un marché un peu compliqué comme aujourd'hui, où il y a peu de transactions, il y a quand même relativement peu de comparables. Et comme la tendance sur le climat et sur le réchauffement climatique va aller en progressant, c'est-à-dire dans le mauvais sens, on estime, nous, que les experts et le marché et les experts, doivent faire un petit peu plus de prédictif en la matière et tenir compte des efforts qui sont faits par les investisseurs et que ce soit dans le taux de cap ou effectivement dans le taux d'actu, qu'on ait une prise en compte de ces sujets-là et donc une sorte peut-être de perte de liquidité des investisseurs qui ne feraient pas ces efforts-là. Ça, c'est particulièrement important et nous, on attend beaucoup de ce sujet-là. Alors, nous, de notre côté, nous comme d'autres, on réfléchit activement à tout ça. On commence à faire nos petites grilles de modélisation pour voir ce que ça peut donner. On ne les garde pas qu'en interne, on essaie de les partager, alors tantôt avec des experts, tantôt avec des promoteurs, tantôt avec également des brokers, bien sûr, qui doivent nous donner leurs éléments d'appréciation. Et on espère que le marché va progresser rapidement sur ces analyses-là pour en tirer des conclusions et pour démontrer qu'un immeuble, à partir du moment où il y a des efforts qui sont faits maintenant et qui produiront leurs effets dans 3 ans, comme je le disais tout à l'heure, eh bien il est important de le prendre en considération et de l'intégrer dans la valeur verte des immeubles. Voilà. Et de ton point de vue, Loïc ? Alors, je vais peut-être aborder un point un peu complémentaire et différent, même si je souscris évidemment à tout ce qui a été dit. Je pense qu'il y a un élément de valorisation d'un bâtiment et qui a une vertu environnementale qui est le sujet de l'intensité d'usage. L'intensité d'usage d'un bâtiment, ou autrement dit son taux d'occupation réel. Comme dans l'industrie. Dans l'industrie, ça va s'arrêter. Comme dans l'industrie, le taux d'occupation des machines est absolument fondamental. C'est super calculé. Le taux d'occupation d'un avion, le taux d'occupation d'un train, tout ça est calculé abondamment. C'est plus ou moins amorti. Voilà. Et pour le bâtiment, on n'en parle pas beaucoup. Or, ça devient un sujet qui devient crucial parce que, en fait, un bâtiment de bureau ne sert dans sa durée de vie globale que 20% de son temps. Voilà, si je compte sur 365 jours et toutes les heures de la journée. 20%, ça paraît hyper faible. Hein. Et en fait, ce sujet-là, il s'accroît avec la question du télétravail.
déjà avant le Covid et l'explosion du télétravail, les bureaux n'étaient pas super occupés, hein, si on se dit clairement les choses. Et donc, il y a un sujet finalement de chronotopie, c'est-à-dire que comment je fais, comment mon immeuble, quand je l'apprécie, comment il est capable de répondre à une meilleure chronotopie, une meilleure utilisation le plus possible dans le temps, sans recourir à dire je coupe le chauffage le vendredi parce qu'il n'y a personne, ou je coupe le 3e étage parce que, je sais pas quoi, le lundi, les gens arrivent à midi. Je dis n'importe quoi, mais c'est l'idée. Et donc, dès lors que l'on arrive à créer cette intensité d'usage, eh bien, on est plus vertueux puisqu'on a besoin tout simplement de moins de locaux et on utilise mieux ceux qui existent. Alors, je ne prêche pas pour ma paroisse parce que moi, je suis là pour en construire. Mais aussi, je suis aussi là pour adapter le parc. Et l'adaptation du parc, c'est comment je fais pour qu'un bâtiment puisse servir de façon plus intense. Alors, je vais prendre un exemple qui peut-être, auquel je crois quand même, mais qui se fait pas aujourd'hui, c'est de dire pourquoi est-ce que une entreprise qui décide de dire voilà, vous venez, il y en a, vous venez que 2 jours par semaine, et l'autre entreprise qui dit non, moi c'est vous venez que 3 jours par semaine, le reste vous êtes en télétravail. Finalement les locaux qui servent 5 jours, pourquoi est-ce que l'entreprise A n'a pas les locaux le lundi et le mardi, l'entreprise B, les mêmes locaux, le mercredi, le jeudi et le vendredi, quitte dans un même immeuble, pour assurer une permanence, tel ou tel demi-étage sert à l'entreprise en continu. Vous voyez, et ce que je dis au niveau entre entreprises se fait intra-entreprise. Pourquoi ne pas imaginer que le département marketing occupe le lundi, mardi, et occupe le département commercial ou n'importe lequel le jeudi, vendredi, samedi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, travailler sur le taux d'occupation. Et donc, les immeubles qui sont organisés pour pouvoir faciliter ça, en principe avec quand même un système d'exploitation, en fait, avec un exploitant du type justement coworker. Chez nous, on a Morning qui est un très très gros coworker. Et c'est cet esprit-là de pilotage des immeubles qui permet ce changement et cette intensification d'usage. Donc voilà, je pense que c'est un vrai sujet et c'est extrêmement vertueux par définition. Voilà. Donc Olivier et Loïc sont, je pense, assez en avance. Est-ce que parmi les sondés, tu as retrouvé, je dirais, le même degré de motivation à innover? Alors oui, on espère que c'est vrai. On a constaté une forte motivation chez tous les sondés à entreprendre des projets atypiques dans le but de transformer le marché. Donc on arrive à une moyenne de 4,3 sur 5, ce qui est très bien, c'est rassurant. Les visions pour eux, selon eux, pour un projet idéal étaient très variées. Donc parfois c'était des visions, par exemple, j'aime bien cette citation, c'était un projet qui incarne la cathédrale du vivre ensemble et qui est conçu sur mesure pour répondre aux besoins de la population, c'était purement social. Il y avait d'autres qui estimaient un projet idéal, c'est un projet qui va séduire les investisseurs et qui va attirer les locataires. Et beaucoup ont été convaincus en fait que c'était un bâtiment sobre, décarboné, économe et facile d'entretien. Donc c'est vraiment rassurant et là c'est le temps que tout le monde se met à l'action. Ok. Alors justement, rêvons un peu. C'est quoi le projet idéal pour toi ? Le projet idéal, c'est celui qui va effectivement tendre vers une diminution des émissions carbone et puis effectivement une limitation de la consommation énergétique, plutôt en valeur absolue qu'en valeur relative. Il faut qu'on se fixe des objectifs précis et clairs. Et puis c'est le projet qui va pouvoir coordonner, fédérer les différents intervenants que j'ai cités tout à l'heure pour arriver à quelque chose de complètement vertueux, c'est-à-dire d'aller vers une intensité d'usage, une sobriété d'usage, une efficacité d'usage, pour qu'à l'arrivée, les résultats soient au rendez-vous. Et toi, Loïc ? C'est l'immeuble qui va être capable de conjuguer les exigences de confort quand même, et qu'on soit content d'aller au bureau et que ça soit très, très vertueux, parce que c'est les échanges qui comptent, c'est l'humain qui compte. Bien entendu, ça a été dit, mais il faut le redire pour la 1000e fois, ce qui compte, c'est la centralité. Il ne faut pas l'oublier, ça, quand même, pour y arriver. Donc, c'est un bâtiment qui soit flexible, qui ait une empreinte écologique mesurée faible,
Et avec tout ce qu'on s'est dit, voilà, on a pris tous les critères qui sont importants. Et puis c'est un bâtiment source. On peut l'employer de deux façons différentes. C'est un bâtiment qui apporte quelque chose à son quartier. Ça, c'est une notion nouvelle et qui a une quinzaine d'années. Quand on va voir un maire, il dit c'est très bien, votre immeuble de bureau, ok, vous me le mettez là. Ok, qu'est-ce que vous m'apportez? Qu'est-ce que vous apportez à mon quartier? Et donc, évidemment, c'est des sujets de porosité entre le bâtiment et ce qui est autour. Et puis, il y a le bâtiment source aussi, c'est de se dire arrêtons de raisonner je cherche le mot, extraire en permanence de la ressource de cette planète sans la restituer. Et donc, raisonner de façon régénérative et non pas extractive seulement. Voilà. Et je pense que c'est une vision qu'il faut avoir pour le bâtiment demain et puis respecter notre planète, notre bien à tous. C'est le mot de la fin. Merci.